Noukef Alassisi, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez été réélu ce samedi par vos pairs à la tête de la présidence de l'URTLGI. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Cela représente pour moi une joie. La matérialisation d'un travail bien fait. Les résultats nous ont amenés à ce plébiscite. Il vous souviendra que le 12 août 2015, à notre prise de fonction, à la Maison de la Presse, j'ai invité l'ensemble des membres du bureau exécutif de l'URTLGI à la gare, c'est-à-dire la gestion axée sur des résultats. Et progressivement, tous ont été associés du début à la fin. Nous ne sommes pas limités là. Nous avons même utilisé beaucoup de directeurs généraux des radios dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'action ou de certaines actions de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. Donc, ce n'est pas une satisfaction personnelle, la satisfaction, elle est collective. Ok, alors dites-nous en quelques mots ce qui a caractérisé votre premier mandat. C'est le travail bien fait qui a caractérisé notre premier mandat. Vous savez, j'aime souvent le rappeler que la préparation est la clé du succès. Au soir même de notre élection, le 1er août 2015, nous nous sommes mis au travail. Nous avons créé la page Facebook de l'URTLGI, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. 4 jours après, nous avons créé le site internet de l'URTLGI, www.lurtelgi.org, avec extension sur .com, .info et .net. À l'issue de la création de cette page Facebook, nous avons mis à la tâche pour trouver un siège, parce que toute organisation, tout groupement social, pour qu'ils puissent vivre et subsister ensemble, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'ils se mettent d'accord sur une réglementation commune. C'est suite à ça que le siège de l'URTLGI a été trouvé par le canal de certains bons amis qu'on a, et équipé entièrement par l'ambassade de Chine, du meuble au matériel informatique. Aujourd'hui, avec l'appui de la Fondation KPC, vous avez un siège flambant neuf et qui répond aujourd'hui à toutes les normes de commodité en matière d'un siège. Après avoir trouvé ce siège, nous avons mis en place les instances de l'URTLGI, parce que ce que les textes nous demandent. C'est à l'occasion que nous avons créé le secrétariat permanent de l'URTLGI, nous avons créé un commissariat au compte, nous avons créé la commission éthique et déontologie qui ont régulièrement fonctionné. À l'issue de la mise en place de ces instances de l'URTLGI, nous avons effectué un déplacement vers les États-Unis, notamment à New York, chez Geno Radio, chez nos partenaires de Geno Radio, parce qu'au moment de la campagne, ces partenaires nous avaient promis qu'une fois élus, ils allaient mettre sur Internet, faire le streaming de l'ensemble des radios et des télés de la Guinée sans aucun franc et de manière vraiment gratuite. Et nous sommes allés à la rencontre de ces partenaires qui nous ont encore réaffirmé leur engagement à nous accompagner dans ce projet. Et certaines radios se sont inscrites, d'autres ne l'ont pas fait. Je les comprends également, toutes les radios ne sont pas logées à la même enseigne. Donc, après cette tournée également aux États-Unis, nous sommes venus 3 fois à Paris à RFI
toujours dans le cadre de la montée de tous les équipements, de toutes les radios de Conakry et environ, notamment Koya et de Breka sur le mont Kakoulima, RFI avait déjà un projet avec le ministère de la Communication à travers la RTG et BBC. RFI qui a déjà implanté un pylône de 100 mètres sur le mont Kakoulima. Nous avons eu 3 séances de travail avec eux, notamment avec Jean-Marc Belki. Donc, toute l'équipe technique de RFI était d'accord d'aller avec l'URTELGI dans ce projet. Au cours de notre dernière rencontre, nous avons demandé à nos partenaires d'RFI de trouver des panneaux solaires parce que l'électricité n'était pas tellement n'étant pas tellement disponible dans notre pays. Nous avons pensé aussi à la fixation des panneaux solaires pour pouvoir alimenter ces équipements. C'est un projet qui coûte excessivement cher. Donc, nous sommes venus à Conakry. Nous avons rencontré 2 fois de suite le ministre Rachid Ndiaye, qui était également prêt et d'accord à aller ensemble avec nous, donc c'est dans ce projet tripartite sur le mont Kakoulima. Et il avait même pris langue à l'époque avec son homologue du ministère des Transports pour tirer une ligne moyenne tension de Mania jusqu'à sur le mont Kakoulima. Donc après toutes ces phases, mais je voudrais rappeler aussi que les études de couverture sur le mont Kakoulima, vous et moi vous le savez, ces études ont été financées exclusivement sur fonds propres des membres du bureau exécutif de l'URTELGI. Nous avons fait venir des techniciens de la société ITEL ici qui ont fait ces études de jaunes de couverture, et une fois ce projet réalisé, toutes les radios, je dis bien toutes les radios membres de l'URTELGI auront un émetteur de 1000 watts chacune et doté du système RDS, et les radios qui sont à l'intérieur, qui ne seront pas sur le mont Kakoulima, bénéficieront aussi des mêmes avantages. Donc, dans le même projet, toutes les installations, les anciennes installations seront intactes. Personne ne touchera à ces installations. Donc, on aura toujours des émetteurs de secours et il n'y aura pas de coupure de radio en cas de panne sur le mont Kakoulima, parce que nous savons tous ce sont des aléas de la technique et les aléas de la nature peuvent nous créer des problèmes. Nous nous attendons à tout ça. Et l'autre chose, ce qui est important dedans, il y aura une synergie d'action. Il y aura une économie énorme pour des radios, parce que vous aviez un moment vos émetteurs sur le mont sur Koloma. Je sais, un émetteur implanté aujourd'hui sur Koloma en matière de consommation électrique, c'est un minimum de 60 litres de gasoil par jour. Donc toutes les radios qui sont basées à Koloma vont économiser par jour 60 litres de gasoil. Donc voilà, entre autres, les différentes actions qui ont été menées et qui sont visibles. Et d'ailleurs, l'URTELGI était présente à tous les rendez-vous. Ok, Monsieur Cissé, vous parlez d'un bilan élogieux, vous parlez d'un travail satisfaisant. Est-ce que vous ne tombez pas dans l'autosatisfaction? Parce qu'il y a eu des journalistes qui ont été violentés durant l'année. Est-ce que ce n'est pas une zone d'ombre dans votre bilan? Bon, je ne tombe pas, je n'ai même pas l'autosatisfaction. Je n'aime pas parler de ce que j'ai fait en bien. Ce que j'ai pu faire en mal, c'est ce qui m'intéresse pour que je puisse m'améliorer et faire encore davantage mieux. On a la mémoire très courte dans ce pays où que les gens sont très jeunes. Le 28 septembre 1995, à la suite de la publication d'un article Miss CEDEAO, la Guinée n'en veut pas, mon patron, M. Diallo Suleiman, est parti pour la première fois. Et après les événements des 2 et 3 février 1996, en mars, également, il a séjourné en prison. Cette fois-ci, pendant de bonnes semaines. Et Bébel, feu paix à son âme, est également allé en prison au cours du même événement lorsqu'il a parlé de la mallette du président. Mais en ce moment, l'URTELGI n'existait pas. Les Siaka
paix à son âme, qui sont allés en prison. Et beaucoup ont subi quand même des intimidations. Et les bastonnades des journalistes, je ne dis pas que c'est normal. Du moment où les journalistes ont pour mission de déterrer tout ce que le pouvoir public cache ou cherche à cacher, nous ne serons pas les bienvenus chez ces gens-là. Donc, il faut qu'on s'attende toujours à ce genre de comportement. Mais nous avons interpellé les dirigeants des forces de l'ordre et de sécurité, et même le président de la République sur la question, pour leur dire que des journalistes ne sont pas des ennemis du peuple. Des journalistes sont là pour donner l'information, c'est l'unique mission qu'ils ont. Et de la même manière, les gens pensent que le rapport entre pouvoir et médias privés s'est détérioré ces dernières années. Comment expliquez-vous cela? Mais cela est c'est obligation. Il faut que nos rapports se détériorent. De la même manière, un journaliste décide de donner l'information. C'est ça notre travail. Une liberté, on ne la donne pas. C'est un combat permanent, c'est tous les jours, c'est ça notre travail. Nous devons nous battre tous les jours et déterrer tout ce que ces gens-là cachent, le pouvoir public cache, et mettre à la place du public. Et tous les fonctionnaires véreux et malhonnêtes qui sont tapis dans des bureaux ministériels, qui se livrent à des détournements, nous ne serons jamais des bienvenus face à ces gens-là. Alors comment se porte la presse guinéenne? Et moi je me dis aujourd'hui que la liberté de la presse en Guinée, elle existe. Une liberté, on ne donne pas à un journaliste. Une liberté, on ne donne pas à quelqu'un. Tout individu, même pas journaliste, a le droit toujours de se lever et faire prévaloir sa liberté. Nous ne sommes plus dans l'époque de la colonisation, du Moyen-Âge, où j'étais quel âge encore. La liberté pour un journaliste consiste convenablement à faire son travail. On n'a pas le droit de reculer. On ne nous donne pas, on ne va jamais nous servir dans un plateau d'or. Il faut que nous nous levons, il faut que nous nous battons, il faut que nous préservons de manière vraiment jalouse cette liberté de la presse. Ok, pour vous, quels sont les défis à relever au niveau de l'audiovisuel? Bon, aujourd'hui, les défis à relever, il y a la formation. D'ailleurs, nous allons vous donner le scoop. Nous allons inscrire cette fois-ci la formation parmi nos objectifs. On avait fait l'année dernière certaines formations, mais nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur la formation, non seulement des journalistes et des techniciens, parce que les choses commencent à changer et le monde aussi change avec la digitalisation aujourd'hui, avec le numérique. Il faut que nous fassions notre propre mur. Il faut que nous dépassons le monde qu'on a aujourd'hui. Quand vous quittez Conakry, une radio qui n'est plus sur Internet, cette radio n'existe plus. À part une dizaine de radios de Telgui qui ont accepté d'être sur Internet, aucune autre radio n'existe en dehors d'ici. Donc nous allons faire la formation. Nous allons nous battre pour nous équiper, surtout à travers le projet monté sur Kakulima, et le traitement correct des journalistes. Parce que tout travail bien fait mérite salaire. C'est un devoir bien exécuté qui crée le droit. Quelqu'un l'a presque dit, quoi. Et Emmanuel Kant, pour le citer, que dans la vie, si tout le monde fait son devoir envers tout le monde, les droits de tous se trouveront garantis. Donc il faut que le journaliste guinéen soit très bien payé. Il faut que ce journaliste qui passe toute la journée sous le soleil, sous la pluie, quand il rentre chez lui, qu'il ne soit pas en colocation avec quelqu'un, qu'il ait la possibilité d'ouvrir sa porte, qu'il ait la possibilité d'ouvrir son petit frigo, prendre un rafraîchissant ou prendre un espresso et prendre la télécommande et cliquer sur le bouton « Regarder la télé ». Voilà aujourd'hui le rêve qu'on a au niveau de l'URTELGUI pour l'ensemble de nos travailleurs, pour l'ensemble des journalistes guinéens, pour que ce journaliste soit compétitif à la lumière
des journalistes qui sont en Europe, tout comme tout près chez nous ici et en Côte d'Ivoire. Vous avez récemment rencontré le ministre de la Communication. De quoi a-t-il été question? D'ailleurs, c'est un lieu commun de dire que ce ministre, il nous surprend et de manière positive n'étant pas professionnel de la communication, il est en train de poser des actes. Parce que penser à la mise en place, à la création d'un cadre de concertation entre des journalistes du public et du privé, déjà, je pense que c'est beaucoup. Parce qu'après tout, nous avons tous pour mission d'informer. Et l'organe public n'est pas là pour faire, c'est-à-dire la propagande du pouvoir, et la presse privée n'est pas là aussi pour une presse d'opposition. Donc nous allons mettre nos énergies ensemble et avancer. Il nous a même donné des documents. Vous savez, en Lurtelgui, j'ai communiqué hier ce document, vous avez tous reçu dans vos emails, et ce document que le ministre a préparé. À partir de la semaine prochaine, nous allons prendre attache avec les autres associations de presse, parce que nous travaillons également aussi en synergie à ce niveau, pour que nous puissions rapidement venir vers le ministre qui a un besoin énorme aujourd'hui pour changer le visage de cette presse-là. Pour terminer, Monsieur Cissé, dites-nous quels sont vos projets pour les 3 prochaines années. Le projet, c'est la numérisation, c'est la digitalisation de la radio. Il y a 2 ans successivement, nous prenons part au salon de la radio et il y a 2 ans, Lurtelgui parle au nom des radios africaines en France. Il y a 2 ans, Lurtelgui prend la parole et anime des panels pour parler du digital, pour parler du numérique en Afrique. Donc ça, c'est un challenge, c'est quelque chose à mettre au compte quand même de cette équipe jeune qui a décidé de partir. Et pendant ces 2 années, nous sommes fiers aujourd'hui, pour ne pas faire la promotion de la radio en question. Il y a une radio qui est aujourd'hui implantée en Guinée, qui a les derniers équipements en matière de technologie, en matière de radio dans le monde entier. Parce que ce que je sais, ces équipements ont été fabriqués en mars 2018 et actuellement sont en installation en Guinée. Donc, aucune radio au monde encore n'a cette technologie. Donc, je dis bravo à cette radio et bravo à Lurtelgui qui a permis que ces gens soient en contact aussi avec ces promoteurs de radio. Donc, les défis, nous allons nous battre pour que les salons de radio qui viennent, pour que beaucoup de promoteurs de radio puissent prendre part déjà à ce salon, pour qu'on puisse voir ce qui existe chez les gens et rééditer les mêmes choses chez nous, parce qu'on ne peut pas rééditer la roue. Monsieur Cissé, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Barry, merci aussi pour cette opportunité, une fois que vous offrez, pas à Sanou Kerfala Cissé, mais plutôt à Lurtelgui, pour venir sur ce plateau. Et merci beaucoup à vos milliers de téléspectateurs et d'auditeurs. Et ça a été un plaisir.